Kaby Lame, c'est ça, la personne la plus suivie au monde sur TikTok avec 150 millions d'abonnés au moment où on fait cette vidéo. He doesn't speak. La nouvelle égérie de la marque Hugo Boss, le nouveau partenaire de la plateforme d'échange de crypto Binance, après Cristiano Ronaldo. Il attise toutes les convoitises, tout le monde veut un bout de Kaby et est prêt à payer cher pour l'avoir. Kaby Lame est aujourd'hui millionnaire, mais il n'y a pas si longtemps, il avait une vie très différente. On va rembobiner un tout petit peu l'histoire. Là, on est en 2020, et à ce moment-là, il n'a pas encore craqué TikTok. Il n'y est même pas encore. Non, pour le moment, il travaille dans une usine. Après maçon, plongeur, serveur, laveur de vitres, c'est le énième petit boulot qu'il enchaîne. Arrivé du Sénégal en Italie à l'âge de 1 an, il a grandi dans un HLM de la région de Turin, et à l'issue d'un parcours scolaire qui lui a pas permis d'avoir de diplôme, il s'est retrouvé pas très sexy sur le marché du travail italien. À l'arrivée du Covid, il se fait virer et se retrouve au chômage. Et c'est là qu'il décide de créer son compte TikTok. Kaby Lame vient donc d'en bas. Mais pas comme les entrepreneurs mythos qui font croire qu'ils avaient rien, juste pour justifier un storytelling de success story. Là, c'est sérieux, c'est pour de vrai. Mais comment il a fait pour changer de vie du tout au tout en même pas 1 an? Comment il a fait pour craquer TikTok à ce point? Sans même prononcer un mot. Exact. Eh bien, c'est encore une histoire de growth marketing. Une histoire incroyable de croissance d'un compte TikTok, accompagnant la croissance de la plateforme au niveau mondial. Car vous allez voir dans cette vidéo que les deux sont intimement liés. Pour cette vidéo, j'ai fait appel à un expert TikTok. Salut! Théo Lyon. C'est surtout le CEO de Kudak, une boîte dont le travail est de faire grossir les e-commerçants avec de l'ADS, de la créa et du contenu organique. Et notamment sur TikTok. On va creuser ensemble tout le fonctionnement de la plateforme. Comment Kaby Lame a craqué le truc et comment vous pouvez bénéficier de ses enseignements. Et comme tu dis souvent dans tes vidéos, ça va être Très d'audiovisuel. exact, très lourd. Vous saurez tout sur TikTok. Des millions avec un compte TikTok sans prononcer un seul mot. C'est parti. Alors, pour nous aider à analyser tout ça, je voudrais parler d'un framework growth marketing. Je te vois venir, Yann. Il s'agit du modèle AR, bien sûr. Surprenant. AR, si vous suivez les autres marketeurs de YouTube, normalement, vous connaissez pas. Ah, ok. Acquisition, activation, rétention, referral et revenu. Cela permet de modéliser la croissance de n'importe quelle activité. Et c'est aussi valable sur TikTok, bien sûr. Acquisition, des gens découvrent le compte. Activation, ils sont emballés, ils s'abonnent. Rétention, ils restent en contact avec le contenu dans le temps. Referral, ils permettent sa propagation. Et revenu, c'est l'argent qui rentre. Vous allez voir qu'à travers le prisme du modèle AR, on va découvrir des mécanismes de croissance inédits dans cette vidéo. Et ça commence par l'acquisition pour un compte TikTok. Alors pour faire simple, il n'y en a pas vraiment si j'ai bien compris. Il n'y a pas d'acquisition à proprement parler dans la croissance d'un compte TikTok. Alors je dirais pas qu'il y en a pas, mais c'est effectivement le moteur de la croissance qui est le plus négligeable. Mais je peux quand même vous donner quelques pistes intéressantes. Déjà, il y a le fait de grossir sur le dos d'autres comptes. Donc d'autres produits. Oui, c'est ça. Le principe, ça va être d'utiliser l'acquisition des autres. Donc on va utiliser des vidéos virales de TikTok pour faire sa propre acquisition en tant que créateur. C'est exactement comme ça que fonctionne le système de tendance. J'attire des yeux sur mon contenu en utilisant un template qui est déjà connu des utilisateurs, sur lequel un gros influenceur ou alors beaucoup de créateurs ont déjà fait de l'acquisition, et je le réutilise à mes fins personnelles. La fonctionnalité Duo sur TikTok existe principalement pour cette raison. Et c'est assez similaire à des astuces de growth hacking très connues, comme celle qu'avait utilisé Airbnb avec Craigslist. Ok, je vois. Quand personne les connaissait, Airbnb avait besoin de diffuser ses annonces. Donc pour ça, ils ont utilisé le trafic qui était déjà existant sur la plateforme Craigslist, en allant connecter automatiquement leur plateforme pour que toutes leurs annonces y figurent. D'ailleurs, c'est un principe growth souvent utilisé, un peu comme l'intégration qu'avait fait YouTube dans MySpace, ou mettre des résumés vidéo de Twitch sur YouTube par exemple. On grossit sur le dos de quelqu'un. Mais pour ça, il faut penser dans le produit ce moyen qui permettra d'aspirer le trafic existant ailleurs dans un autre produit. C'est un peu comme l'histoire des bonbons à la menthe. Tu connais l'histoire? Non, ça me dit rien. La marque s'appelait Pep-O-Mint. C'est une marque qui vendait des bonbons à la menthe autour de 1914 dans des candy stores aux États-Unis. Et ils en vendaient pas des masses en fait. Edward Noble, le fondateur, a eu l'idée de sortir la vente des bonbons des magasins spécialisés pour les mettre en vente dans des présentoirs juste à côté des distributeurs de billets, dans les restos, dans les bureaux de tabac et trucs comme ça. Ah ok, donc là où techniquement les gens peuvent avoir besoin d'acheter un bonbon pour se rafraîchir la laine. Exactement. Et puis, le plus beau de l'histoire, c'est qu'il a encouragé les caissiers de ces endroits-là à placer un nickel dans la monnaie qu'ils rendaient à leurs clients. Et ça c'est fort. 5 cents, qui était par hasard juste le prix du paquet de bonbons. Donc on a intégration plus facilitation. Exactement, un peu comme pour un compte TikTok en fait. La facilitation est portée par le fait de placer dans l'usage la possibilité de reprendre une tendance pour venir se placer dans un flux utilisateur. Et cette facilitation, c'est TikTok qui la procure. Parce qu'on le verra plus tard en détail, mais il a intérêt pour sa propre croissance à aider les utilisateurs à faire grossir leur compte TikTok. Et donc voici quelques petits exemples de tendances. Ces deux formats de tendances sont assez représentatifs
représentatif de la facilitation que souhaite mettre en place TikTok pour ses utilisateurs. La première tendance, qui est désormais assez vieille, c'est le Tell Me Without Telling Me, où l'objectif est de faire deviner quelque chose à vos viewers sur vous-même sans le dire explicitement. C'est un format qui suscite beaucoup de private jokes et donc assez réutilisable. Il y a une seconde tendance encore plus facile à utiliser, c'est celle de la good soup, vous apprécierez l'accent, qui a beaucoup été employée par toutes les personnes avec des animaux de compagnie, qui est réutilisable en fait sur n'importe quelle action de manger quelque chose. Donc ça, c'est un premier moyen de se faire découvrir. Mais moi, en tant que profane de TikTok, si je débarque sur la plateforme, si j'ai mes réflexes de marketeur, je serais tenté de faire de la pub pour faire connaître mon compte sur la plateforme. Est-ce qu'on peut faire ça sur TikTok pour faire grossir son compte? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors la réponse est oui, mais non. C'est toujours possible de faire grossir ses vues sur TikTok avec de la publicité, mais il y a une chose qu'on peut pas tromper, c'est l'engagement. Et ça se voit directement sur un compte entreprise. On voit qu'il y a beaucoup de marques qui sont pas excellentes dans la production de contenu, mais qui ont un gros budget publicitaire. Donc ça fait des vidéos qui sont très vues et très peu commentées. Et c'est pas un problème, parce que TikTok, contrairement à Instagram, ça permet de vous faire connaître, même quand vous avez aucun abonné, sans payer le moindre centime. Parce que le plus gros moyen de découvrabilité de TikTok, il est ailleurs. Sur cette plateforme, c'est TikTok qui s'occupe de ton acquisition. C'est comme une agence qui gère tes campagnes. Sauf qu'au lieu de lui donner de l'argent, tout ce que tu dois lui donner, c'est une bonne vidéo. Donc en gros, un contenu qui plaît à son algorithme. En fait, l'algo TikTok est beaucoup plus puissant que n'importe quel autre canal de communication. Et ça, c'est parce que TikTok a été construit pour se suffire à lui-même. Tous les mécanismes de diffusion, ils sont au sein de l'app. Contrairement à, par exemple, un article de blog qui, pour être diffusé, doit être partagé sur les réseaux sociaux. Si le produit est bon sur TikTok, il se propage. Et donc l'agent de Kaby Lame, c'est l'algorithme. Et il fonctionne très bien parce qu'il se nourrit du comportement des utilisateurs. Il y a même la formule de scoring des vidéos qui a fuité dans la presse. C'est un article qui avait été publié dans le New York Times et qui s'appelait TikTok Algorithm 101, qui était un document dont l'objectif c'était d'expliquer aux personnes qui étaient non techniques dans l'entreprise comment fonctionnait l'algorithme. Donc a priori, il est fait pour être compris par tout le monde. Et donc on y apprend que la For You page, qui est la page dans laquelle sont découvertes la majorité des vidéos TikTok, est en fait un classement de vidéos par pertinence. Et pour ce scoring, il y a 4 facteurs qui sont présents dans cette équation. Ce sont les likes, les commentaires, les vues de vidéos jusqu'à la fin et le nombre total de vues. Et une fois que l'algorithme a identifié des signaux d'engagement, il va essayer de trouver les personnes à qui les montrer. Donc en fait, je vais te faire une analogie qui va te parler forcément, mais c'est un peu comme les lookalikes de Facebook Ads en fait. Exactement. Alors pour rappel, les lookalikes, c'est une fonctionnalité qui a été inventée par Facebook. L'objectif, c'est de donner un segment d'utilisateurs à la plateforme, donc Facebook, et en échange, son algorithme va se charger de vous trouver l'audience la plus similaire à celle que vous venez de lui donner dans sa plateforme à lui. Donc pour ça, il va utiliser les points de données qu'il a sur ses utilisateurs via tout ce que vous faites sur l'application Facebook. Donc c'est assez facile de comprendre pourquoi c'est utile pour les marques, parce que ça leur permet de trouver des prospects qui sont similaires à leurs acheteurs historiques. Et donc sur TikTok c'est pareil, on va essayer de faire matcher une vidéo avec un utilisateur basé sur les actions passées de cette personne. Mais est-ce qu'il y a un volume minimum pour que l'algo comprenne à qui proposer les vidéos? Parce que c'est souvent le cas sur YouTube par exemple. L'algo peut avoir du mal à recommander une vidéo si il a un volume de viewers trop faible en fait. Alors l'algorithme TikTok, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas si différent de celui des autres plateformes, comme par exemple Instagram. Ce qui change, c'est la quantité de données qu'il reçoit, et qui permet à TikTok de capter en quelques heures de navigation des infos hyper clés sur ses utilisateurs. Donc tout ça en se basant sur l'engagement, dans la formule qu'on a vue précédemment. Et donc il n'a pas besoin de beaucoup de viewers pour bien recommander une vidéo. Ça peut parfois donner des cas assez extrêmes, comme par exemple une situation où l'algorithme TikTok a découvert la sexualité d'une personne avant elle-même. Tu peux me raconter cette histoire? Je vous linkerai l'article en description. Et en gros, il raconte l'histoire d'une jeune adulte de 26 ans qui nous explique comment est-ce que l'algorithme TikTok a commencé à lui recommander des vidéos sur la bisexualité, alors qu'elle était encore 100% hétéro. Ce qui change sur TikTok versus par exemple YouTube, c'est la facilité de scroll qui vient avec le format vertical. Ça se consomme beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Donc du coup, ils ont plus de data à analyser. Exactement. Parce que la plateforme, elle n'est pas faite pour vous montrer le contenu de vos amis, mais pour vous en faire consommer le plus possible. Là où en une session d'1 heure sur YouTube, on va pouvoir consommer entre 8 et 10 vidéos, sur TikTok, vous pouvez aller jusqu'à 100. Donc, ça nourrit l'algo. Si je comprends bien, c'est l'engagement d'un viewer sur une vidéo qui permet à d'autres de découvrir la vidéo et de la voir. On verra plus tard d'ailleurs dans la vidéo ces mécanismes de propagation, mais pour moi tout ça c'est du referral en fait. Donc si le principal levier de découvrabilité d'un compte TikTok est le referral permis par l'algo, on a donc quasiment un modèle qui tourne sur le ARRR sans le premier A de acquisition en fait. Donc on pourrait dire qu'un compte TikTok est Product-Led Growth, une terminologie à la mode qui sous-entend que l'usage se suffit à lui-même pour grossir, car les mécanismes de croissance sont intégrés dans le produit. Oui, c'est ça. En fait, l'acquisition et l'usage se confondent. Si tu utilises le produit, en fait, t'en fais de la pub. C'est comme un vêtement, en fait, pour l'utiliser, il faut le porter en public, et donc tu le montres à d'autres gens, ce qui fait de toi un panneau publicitaire. Et donc pour revenir à Kaby Lame, en fait, tu ne peux pas utiliser le produit compte TikTok de Kaby Lame sans en faire automatiquement la pub. Ça, c'est une notion qui est très bien explicitée dans le modèle STEPS de Jonah Berger, qui est mentionné dans Contagious. Dans ce livre, il explique tous les mécanismes qui amènent à la viralité d'un produit. On va pas rentrer dans le détail des autres lettres, l'acronyme s'affiche sous vos yeux, j'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez aller le voir. Désolé Yann, je fais un petit peu ma pub.
Et donc le quatrième P de ce modèle STEPS, c'est le P de public. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, quand une personne a voté, on lui donne un badge. C'est pour accélérer le mécanisme de preuve sociale. C'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas encore voté de voir que leur ami a voté. Et donc une personne qui n'a pas encore voté voit tous ses amis qui ont un badge « je suis allé voter » et donc c'est censé, sur le papier, lui donner plus envie d'aller voter à son tour. Okay. Mais alors du coup, comment ça s'est passé pour Kaby Lamé? Comment il arrive à susciter ces fameux signaux d'engagement? C'est ce qu'on va creuser maintenant. Quand une nouvelle personne tombe sur du contenu de Kaby Lamé sur TikTok, il entre donc dans l'expérience du produit Kaby Lamé. L'étape cruciale pour la modélisation de la croissance d'une activité est d'identifier à quel moment un utilisateur comprend et expérimente la valeur ajoutée du produit pour lui. La fameuse activation. Et pour chaque produit, l'idée c'est d'identifier l'action représentative de cette activation. Il faut juste émettre des hypothèses et tester. Par exemple, sur YouTube, le comportement classique que j'ai moi, si je tombe sur un jeune blond qui me parle de son agence social media par exemple, tu cliques, tu t'abonnes, tu partages. Exactement. Je commence par regarder 2-3 vidéos et je commence à capter où il veut en venir. Et là, je fais l'action d'abonnement. Et même si aujourd'hui, on est d'accord que l'abonnement pour YouTube, c'est plus pour faire joli qu'autre chose, parce que ça vous garantit pas vraiment de voir les prochaines vidéos de la chaîne, ça reste une action classique qui représente bien le fait que j'ai compris et expérimenté le produit. À ton avis, est-ce qu'on peut faire cette analogie avec un compte TikTok? Est-ce que le fait de s'abonner peut être considéré comme l'activation? Alors pour te répondre, Yann, je vais le faire avec un diagramme. Alors ce que vous voyez s'afficher sous vos yeux fait partie de la fuite dont je vous ai parlé juste avant de l'ingénieur chinois de TikTok. Il isole 5 facteurs, comme vous pouvez le voir, de la qualité d'une vidéo, qu'on constitue dans la partie supérieure du diagramme. Et plus précisément, dans la partie qualité de création, on trouve le publish rate, qui nous confirme au passage que la régularité est un facteur important pour l'algorithme TikTok, la monétisation des créateurs, et enfin et surtout la creator retention, qui est ce qui s'apparente le plus à l'activation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est le comportement d'un utilisateur après avoir regardé une vidéo sur votre chaîne. Et globalement, la réponse à la question de est-ce qu'il a envie d'en regarder plus? Parce que TikTok ne va pas uniquement juger la qualité d'une vidéo, mais aussi la qualité du créateur derrière cette vidéo. Et le signe ultime de réussite, quand on a regardé une vidéo d'un créateur, c'est d'aller sur le profil et de cliquer sur s'abonner. Les abonnés TikTok servent donc à quelque chose. Bon, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'abonner? Qu'est-ce qui fait que Kaby Lamé a un si bon taux d'activation? Alors, je me risque à penser que les premières personnes à avoir vu les contenus de Kaby Lamé, c'est des Italiens, parce que c'est là où Kaby vit et là où il a grandi. Il me semble, arrête-moi si je me trompe, que dans l'algo TikTok, il y a la localisation qui est prise en compte un minimum. Alors oui, c'est vrai. Il y a d'ailleurs même certains créateurs français qui habitent aux États-Unis qui sont obligés d'acheter une SIM française pour pouvoir diffuser leurs vidéos en France. Mais en vérité, même avec ce cas-là, on peut pas non plus dire que TikTok va privilégier un territoire en particulier. Ce qui intéresse TikTok, vous l'avez déjà compris, c'est l'engagement. Et donc sans info, au démarrage, l'algorithme, quand il voit un créateur arriver, il va le pousser sur le territoire national. Parce qu'a priori, c'est là où il est le plus susceptible d'avoir un bon engagement. Et c'est logique, une vidéo en italien, on va pas les diffuser en Pologne. Puis dans le cas de Kaby, de toute façon, ses premières vidéos étaient en italien, donc c'est QFD. Ok, du coup, pas mal de ses premiers viewers étaient donc en Italie. Et je sais pas si tu connais bien l'Italie, mais c'est pas encore un pays qui est très multiculturel comme peut être la France. Donc il y a encore assez peu de noirs, et sociologiquement ça reste exotique. En Italie, c'était pas vraiment des regards de curiosité, et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y avait vraiment 2 catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui nous regardaient un peu avec, je sais pas, comme si elles étaient éblouies, genre vraiment comme ça, et il y avait une autre catégorie de personnes qui nous regardaient vraiment genre comme ça. Et je pense que c'est un élément de différenciation qui apparaît dans l'offre TikTok de contenu à ce moment-là. C'est une explication possible, parce qu'au démarrage, Kaby, il a engrangé des vues avec des vidéos assez classiques et peu originales. Il s'est lancé relativement tard, sa première vidéo date du 15 mars 2020. En même temps que toi, non? Presque en même temps que moi, d'ailleurs on a quasiment les mêmes stades de croissance. Et donc ces vidéos un peu mainstream lui ont permis d'atteindre très rapidement un statut de leader national, parce que la concurrence était moins forte que sur le marché global. En 2021, il est devenu le TikToker le plus suivi d'Italie, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que le premier c'était Gianluca Vacchi, avec une audience internationale, et ça a marqué la fin de la première phase. Ok, donc si je comprends bien, donc il y a eu cette première phase où il a fait des vidéos random marrantes jusqu'à arriver à 1 million d'abonnés. Et finalement, il a bénéficié de la prise de risque d'investir dans un réseau social très jeune et être dans les premiers, qui est un move qui est plutôt risqué si la plateforme finit par s'écrouler. On peut comparer notamment à ceux qui ont investi massivement il y a quelques temps sur Clubhouse par exemple. I think a year from today, a lot more people will be on it. Bon c'est pas de bol. Hein. Désolé. Disposant de ce stock d'audience, il a pu donc fournir des datas à l'algo pour faire marcher cet équivalent lookalike dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai tendance à penser que ce stock, ça a été un gros avantage concurrentiel et que sans ça, il aurait peut-être pas eu autant de succès. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien pas tant que ça, et c'est d'ailleurs pour cette raison que TikTok est aussi attirant pour les nouveaux créateurs. Parce que c'est l'une des seules plateformes dans le paysage aujourd'hui où n'importe qui peut arriver sur ce réseau social
et faire des millions de vues. Du coup, je suis allé regarder sur mon compte TikTok, l'une de mes premières vidéos, quand j'avais 800 abonnés, elle a fait 195 000 vues. Est-ce qu'elle était qualitative? C'est pas la question. On va me juger, elle est pas bien. Par contre, cette masse d'abonnés lui a permis d'atteindre une résonance internationale, parce que l'algo, il résonne par boucle. Donc je montre à une petite quantité de personnes, je regarde comment ils réagissent, s'ils me donnent les signaux d'engagement que je cherche, et ensuite, je le monte à plus, etc. Et donc quand on commence cette boucle avec 1 million d'abonnés sur le territoire national, c'est beaucoup plus facile de passer les premières boucles, parce que les gens vous connaissent déjà, et donc ils ont plus de chances d'engager avec vos contenus. Et donc la façon dont on peut résumer ça, c'est qu'une vidéo qui a du succès sur un compte qui a 100 000 abonnés, peut-être qu'elle fait 1 million de vues, mais une vidéo qui a le même succès sur un compte qui a 1 million d'abonnés, elle peut faire 30 millions. L'autre bénéfice de ce stock d'abonnés et d'engagement sur ces vidéos, c'est la preuve sociale. En ça, dans un produit comme un compte TikTok, il agit comme densité critique. Voilà, attends, c'est quoi la densité critique? En fait, c'est le nombre d'utilisateurs qu'un produit a besoin pour qu'un utilisateur seul profite pleinement de l'expérience. Par exemple, si tu as un resto, en théorie, tu peux en profiter en étant seul. Donc densité critique de 1. Mais en réalité, pour la majorité des gens, être tout seul dans un resto, c'est pas très cool. C'est même plutôt louche en fait. C'est pour ça que quand on cherche un resto, en général, on est plutôt attiré par les restos où il y a déjà un peu de monde. La densité critique d'un resto, en vrai, ça doit être 4 ou 5 tables, pour enlever ses frictions et ses appréhensions. Ah, c'est pour ça que quand t'arrives tôt, ils te mettent toujours devant la vitre. Ouais, pour faire un peu plus plein quoi. Et pour TikTok et les réseaux sociaux, c'est pareil. On n'a absolument pas envie d'être le seul à liker, le seul à commenter. Et la preuve sociale d'engagement joue sur notre propre engagement. Et donc la même vidéo ne sera pas perçue pareil selon son compteur de likes. Quand une vidéo de Kaby arrive dans votre fil d'actualité avec déjà 100 000 likes, on se dit que ça va être drôle et donc on a directement notre pressentiment. Donc plus on a de fans, plus on a de fans, plus on a de fans. Donc pour résumer, on peut dire que l'action d'activation est l'abonnement au compte TikTok. Et ce qu'on veut traquer, ça va être le taux d'activation, pour savoir la proportion de gens qui regardent les vidéos et qui accrochent avec le produit. Mais alors, est-ce que finalement, ce taux d'activation, ce serait pas révélateur du product market fit d'un compte TikTok? Alors commençons par rappeler ce que c'est. On parle de product market fit quand un produit rencontre son marché. Merci Théo, non? Et ça se suit souvent en fait par une phase de forte croissance. Donc pour Kaby, c'est très simple, le produit c'est lui, le marché c'est ses abonnés. Donc à partir du moment où un utilisateur comprend la valeur du compte de Kaby Lamé, donc il s'abonne, on peut dire qu'il y a product market fit. Le product market fit, en fait, c'est un concept évolutif. C'est pas figé. On peut avoir un product market fit auprès d'une audience, genre par exemple les Italiens, mais absolument pas réussir à accrocher une audience plus large et perdre son product market fit. Mais alors la question c'est comment il a fait pour franchir ce cap et atteindre le succès mondial. Le vrai avantage de Kaby Lamé sur ce sujet, c'est qu'il a un produit qui est par construction international. Déjà, son concept, il est simple, n'importe qui peut le comprendre. Ensuite, il parle pas, donc pas de barrière de la langue. Et derrière, il se sert du langage qui est le plus universel, c'est l'expression du visage. Et en l'exagérant, il fonde son humour là-dessus. Et il y a une théorie que j'aime bien qui valide ou invalide une stratégie de contenu si vous voulez avoir un succès mondial. C'est la théorie du bus. Encore une théorie, Yann? Je m'explique. Si votre vidéo ne peut pas s'apprécier en regardant par-dessus l'épaule de quelqu'un dans le bus, c'est-à-dire sans le son et sur un petit écran dégueulasse, c'est mort. Et en parlant de stratégie de contenu, il est progressivement passé à un type de format qui marche, peu importe la plateforme. Il s'agit de parler de ce qui se passe sur le réseau même, se placer comme un commentateur qui fait de la curation. En reprenant les autres vidéos TikTok, pour s'en moquer avec son fameux format qui a fait sa marque de fabrique, il fait exactement comme les gens qui analysent les youtubeurs sur YouTube, ou qui parlent des pratiques LinkedIn sur LinkedIn, tu vois le genre quoi. On en connaît. C'est quelque chose qui va créer un lien avec l'audience, parce qu'ils partagent les mêmes codes de la plateforme, consomment les mêmes contenus, l'audience reconnaît ce qu'elle a déjà vu, mais de façon passive, et en particulier dans un registre humoristique. Un des principaux ressorts comiques des stand-uppers, c'est de présenter une situation familière à l'audience, mais avec un angle original. Ce que je regarde en premier chez un homme, je regarde les mains. C'est faux, d'accord? T'aimes les belles mains d'un beau gosse. Pour que l'audience puisse se dire « Ah ouais, c'est trop vrai ce qu'il dit ». Et si on arrive à toucher une niche bien spécifique et reprendre ses codes, cela accentue l'impression de l'audience qu'on s'adresse bien à elle. Un autre point très important avec les vidéos de Kaby Lamé, c'est qu'il se moque, certes, mais jamais en étant méchant. Il démolit pas. Et c'est ce qui le rend grand public, parce que c'est pas un voyou. Et ce que j'aime beaucoup avec Kaby, c'est que c'est l'exemple d'un créateur de contenu qui peut émerger sans rentrer dans le clivage. Parce que c'est un constat qui est fait par tous les créateurs de contenu qui se lancent, c'est que prendre une opinion très polarisée, donc soit très négative, soit très positive, sur un sujet, a plus de chances de vous faire remarquer. Donc ça implique souvent de devoir froisser une partie de l'audience. Lui, il a pas besoin de ça. Ok, donc ce product market fit global trouvé, il a pu se propager dans le monde en réalisant le concept de Crossing the Chasm. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Booba, où j'explique comment il a réussi à passer le chasm du marché du rap français. Et oui, Crossing the Chasm, pour rappel, c'est un concept qui a été popularisé par Geoffrey A. Moore, où il explique le cycle de diffusion d'une nouveauté, qui est d'abord acheté par des innovateurs, qui achètent tout ce qui est nouveau, ensuite suivi par des early adopters, ceux-là adoptent une technologie très tôt, mais pas par passion, juste pour avoir un avantage quelconque, et derrière se trouve le marché plus large. Et donc c'est là où il n'y a pas une continuité, il faut passer ce qui s'appelle the chasm. Et on peut utiliser cette analyse sur TikTok. En considérant l'évolution
promotion du produit Kaby Lame, jusqu'au moment où il a réussi à plaire au monde entier. Par exemple, toi Théo, si le but de ton compte TikTok c'était de devenir une star internationale, la barrière de la langue t'empêcherait de passer la théorie du bus. Désolé. Je les aime pas trop tes théories. Devenu une icône italienne, puis mondiale finalement, tout le monde a commencé à vouloir une vidéo avec lui. Ce qui a bien sûr participé à sa diffusion, par la cross-promotion. Puisque à chaque association d'images, Kaby Lame touchait une nouvelle audience encore plus grande. Mais c'était gagnant-gagnant bien sûr, car les personnes attirées par ces cross-promotions voulaient elles aussi profiter de l'image associée à Kaby Lame. On va en reparler plus tard. Et vous avez compris pourquoi je suis présent dans cette vidéo. Bah oui, en fait, là ce qu'on fait là, c'est de la cross-promotion. Je mise sur un jeune poulain qui sera bientôt une star de l'écosystème entrepreneurial français. Et moi sur le vieux singe. Plus sérieusement, moi je vois beaucoup de similarités avec des phénomènes historiques d'internet comme le Salt Bae ou pour les plus anciens Kinad Kail. Ils ont connu un buzz très rapide et du jour au lendemain, tout le monde voulait s'afficher avec eux. Une fois le bon product market fit trouvé, la machine était lancée. Mais si vous voulez comprendre comment il est arrivé au stade où il est aujourd'hui, il va falloir qu'on se penche plus sérieusement sur le mécanisme de propagation sur TikTok. Cette propagation mondiale de Kaby Lame sur TikTok est très caractéristique des leviers de croissance qu'on a à disposition quand on se lance sur la plateforme. On parle ici du referral, la recommandation dans le modèle art du produit Kaby Lame. Il y a deux sortes de referral, le volontaire et l'involontaire. Je m'explique. Ce que j'appelle referral involontaire sur un réseau social comme TikTok, c'est la grosse loop de referral qui est permis par l'algorithme, la boucle d'engagement social. La portée organique d'un contenu créé va être pondérée par l'engagement dont vont faire preuve les utilisateurs qui vont consommer ce contenu. Si une vidéo TikTok obtient des stats excellentes, TikTok va donc proposer la vidéo à d'autres gens susceptibles de l'apprécier, procédant à ce fameux reach façon lookalike qui dépasse le stock d'abonnés de base en devenant viral. Alors Théo, dis-nous tout. C'est quoi les critères pour emballer l'algo? Alors on a vu la formule de l'algorithme un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Vous vous souvenez qu'il y avait 4 facteurs. En revanche, chez les créateurs, il y en a un qui dépasse tous les autres. Ça s'appelle le watch time. C'est en gros quel pourcentage de votre vidéo est vu par un utilisateur. Si vous faites une vidéo de 15 secondes qui est vue en moyenne 13 secondes, votre watch time c'est 13 divisé par 15 secondes. Et bien sûr, un watch time sur une vidéo longue a plus de valeur qu'un watch time sur une vidéo courte. Et donc si vous allez sur les analytics de n'importe quel créateur de contenu TikTok, vous pouvez faire une corrélation quasi parfaite entre les vidéos qui sont devenues virales et les vidéos qui avaient le meilleur watch time. Et donc pour craquer cette métrique, il faut revenir à des fondamentaux, à savoir maîtriser les standards de narration pour réussir à raconter une histoire qu'on a envie de consommer jusqu'au bout, avoir une bonne accroche qui va vous permettre de vous démarquer dans les For You page de vos abonnés, bien maintenir la curiosité pendant toute la vidéo et donner un dénouement satisfaisant, les bases du storytelling. Et donc une fois que vous avez répondu parfaitement à toutes ces variables, l'engagement pleut. Donc quand vous regardez 5 fois une vidéo, vous faites du referral involontaire pour le compte TikTok en question. Et quand les viewers sont emballés par les vidéos du compte de Kaby Lame, sans aucune action volontaire de leur part, ils participent à sa diffusion. Et ça n'empêche pas parfois un utilisateur du produit Kaby Lame d'effectuer une action de référal volontaire. Donc la plus simple, c'est le bouche à oreille. Donc en gros, tu prends une vidéo de lui, tu la montres à un pote en disant « Ah, c'est marrant ». Il y a aussi le partage classique via d'autres canaux, genre WhatsApp et compagnie. Mais là, du coup, le mécanisme viral est plutôt simple dans ce cas. On a une grosse loupe virale, un utilisateur partageant à une autre personne qui découvre le produit Kaby Lame. Mais il y a d'autres façons de faire une action de référal volontaire sur TikTok. De par son format qui en fait se base sur d'autres vidéos, Kaby Lame, il encourage l'UGC. Ça veut dire User Generated Content. C'est-à-dire que quand quelqu'un va tomber sur une vidéo ridicule sur TikTok, il va pouvoir taguer Kaby Lame en s'attendant à ce qu'il en fasse une vidéo réaction comme il sait les faire. Donc en fait, s'il veut des idées de contenu, il a juste à regarder ses notifs quoi. Ouais. Et à chaque fois, la vidéo taguée touche une audience d'elle-même, qui peut faire découvrir Kaby Lame par la même occasion. Et en plus, faire découvrir le compte d'origine. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. Parce que TikTok a compris les mécaniques qui étaient possibles avec ce format réaction. Et propose des features qui facilitent le fait de reprendre le contenu des autres. Donc facilitant la création de contenu dans un premier temps, puis accélérant une sorte de cross-referral entre comptes. Mais pourquoi TikTok fait ça? Pourquoi il tient absolument à ce que les créateurs aient les moyens de faire grossir tous leurs petits arts respectifs? Et bien pour son art à lui. Exactement, le propre art de TikTok. La plateforme fait tout pour optimiser son propre modèle de croissance en vérité. Elle a besoin de ses créateurs de contenu pour alimenter la plateforme pour les consommateurs de contenu. On peut faire cette dichotomie, pour simplifier, entre d'un côté les créateurs et d'un côté les consommateurs. Donc le art de TikTok côté créateur, ça donne ça. Acquisition, l'utilisateur va créer son compte TikTok. L'activation dans le art de TikTok, c'est quand le créateur se rend compte de la valeur de TikTok pour lui. Et ça arrive très vite normalement. Oui, parce que TikTok va permettre d'avoir un reach conséquent dès les premières vidéos, comme on l'a vu, même si le compte n'a pas d'audience. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée est d'arriver le plus rapidement possible à l'activation du créateur de contenu, pour que celui-ci soit engagé avec la plateforme. Tant que les créateurs sont contents, grossissent en créant de plus en plus de contenu, cela optimise la rétention de TikTok. Et le referral volontaire en dehors de la plateforme. Regardez, j'ai fait 184 000 vues sur ma première vidéo avec seulement 800 abonnés par exemple. C'est un bon exemple. On se rappelle aussi très bien des vidéos qui circulaient un petit peu partout avec la watermark TikTok
TikTok, principalement sur Instagram. Donc on a vu comment a fonctionné le referral volontaire et involontaire pour le compte TikTok de Kabyle Lamy. Mais il faut savoir que les réactions qu'on espère en publiant un contenu sur TikTok peuvent être optimisées. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte de déclencher soit une action de referral volontaire, de partage, soit du referral involontaire, de l'engagement. Et pour ça, il y a un modèle psychologique qui existe, qui s'appelle le modèle VAD. Ça veut dire Valence, Arousal, Dominance. Vous aurez remarqué la progression de mon accent. La première, c'est la valence ou la polarité d'une émotion. C'est est-ce qu'elle est positive ou négative. L'excitation, c'est globalement l'inverse de la relaxation. Et la dominance, c'est associé au sentiment de contrôle qu'on a sur quelque chose. Et c'est en fait le cocktail de ces trois facteurs qui va déterminer si un utilisateur partage ou pas une vidéo. Il a été prouvé par exemple que l'action de partager est extrêmement liée aux émotions qui ont une dominance haute. Ça veut dire qu'on se sent un petit peu supérieur à ce qu'on est en train de voir. Et c'est assez facile de s'imaginer comment ça s'applique sur Kaby. Parce que quand on voit la chose dont Kaby se moque, on se sent un petit peu supérieur. On se dit qu'on nous, on l'aurait jamais fait. Voilà pour l'explication de la propagation du compte TikTok de Kabyle Lamy. Mais il y a un élément central dans le modèle ARC qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la rétention. Qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur continue de voir les vidéos de Kaby dans le temps? Eh bien d'abord, ça vient de l'identification du pattern de ces vidéos. On connaît le format, et donc on sait que quand on le voit dans son feed, la conclusion sera marrante. Ok, et donc sur TikTok, on a vu qu'on pouvait toucher des gens qui n'étaient pas abonnés à son compte, mais la question que je me pose, c'est est-ce que les abonnés de notre compte voient systématiquement les vidéos qu'on sort? Alors pour l'instant, la réponse elle est assez simple, c'est non. Et ça se voit dans les stats. C'est que les vidéos qui fonctionnent le mieux sur un compte TikTok sont toujours celles qui sont montrées en majorité sur la For You page. Alors c'est vrai que vos abonnés vont aussi vous y découvrir, mais ça veut surtout dire que c'est le contenu qui prime. Si le contenu est bon, vos abonnés vont la voir, sinon, non. Et genre, qu'est-ce qui se passe si je m'absente pendant 2 mois? Est-ce que je serai puni par l'algo? Alors le sujet de la régularité, c'est quelque chose qui peut faire très mal à un créateur TikTok. Parce qu'une absence de 2 mois, même sur un compte qui est très suivi, ça se paye. Parce que vous vous souvenez que dans notre diagramme, il y a marqué en gros le publish rate. Donc si vous faites diminuer votre publish rate pendant 2 mois, et ben ça prend du temps avant que l'algorithme TikTok vous réidentifie comme quelqu'un qui a un publish rate haut, et donc de remonter dans la For You page. Aussi, indépendamment de la fréquence de publication, pour être exposé aux vidéos de Kaby, faut rester utilisateur de TikTok, évidemment. La rétention créée dans le modèle ARC du TikTok global est encore une fois étroitement liée à la rétention du ARC d'un compte TikTok. Bah oui, parce que si l'utilisateur reste pas engagé avec TikTok, il verra pas vos contenus, évidemment. Et dans le ARC général de TikTok, comme pour beaucoup de réseaux sociaux, la rétention minimum espérée est le daily active user, donc l'utilisateur qui doit revenir chaque jour. Et ça, c'est vraiment le minimum. Il y avait un petit article du New York Times qui était encore une fois basé sur une fuite d'un ingénieur chinois, qui explique que c'est l'une des 2 North Stars de TikTok. North Star, en gros, ça veut dire étoile du berger, donc c'est la direction que souhaite suivre une entreprise. La première, c'est le time spent, donc le temps passé sur l'app. Et ensuite, c'est ce qu'ils appellent, selon leurs mots, la rétention. Donc est-ce que l'utilisateur se connecte souvent à l'application? Et le truc, c'est que l'algo de TikTok est tellement bon pour comprendre les contenus que vous aimez, qu'il fera en sorte de vous proposer toutes les vidéos du même genre, assouvissant la boulimie de l'utilisateur et empêchant le churn, qui reviennent pas quoi. Et donc ça va aider à la rétention du compte Kaby Lamy. Ouais, c'est un peu comme le retour aux corporations du Moyen-Âge, où tous les cordonniers étaient dans la même rue. Tous les autres créateurs de contenu sur TikTok, qu'on peut voir comme de la concurrence à première vue, sont plutôt des alliés dans la rétention de votre compte. Les gens viennent sur TikTok pour une raison spéciale. On appelle ça un job to be done. Bien souvent, c'est pour tromper l'ennui ou pour apprendre des trucs. Et si je vais sur TikTok pour écouter des conseils entrepreneuriaux ou marketing avec Théo Lyon, entre 2 vidéos de Théo Lyon, les contenus produits par la concurrence vont maintenir ma rétention dans l'application. Et finalement, ces concurrents qu'on peut voir comme directs pour Théo seront des béquilles pour sa propre rétention. Et en particulier quand on est sur des modes de consommation hyper addictifs comme TikTok ou Twitter. Cette rétention boulimique fonctionne sur le modèle Hooked de Nir Eyal. C'est la grosse loupe de rétention absolue. Je vous explique rapidement. Il y a d'abord un trigger, un déclencheur. Soit c'est externe, genre je reçois une notif, soit c'est interne, c'est-à-dire quand je m'emmerde par exemple. Quand vous avez 3 minutes à attendre le métro et que vous sortez votre téléphone instinctivement. Ou alors quand il y a un temps de chargement sur votre ordi par exemple. S'ensuit l'action. Je vais ouvrir l'app. J'obtiens une récompense variable parce que je sais jamais sur quel contenu je vais tomber. Donc là c'est comme les machines à sous, c'est à ce moment-là qu'on devient addict. Exactement. C'est d'ailleurs la différence avec une habitude qui se crée. Là c'est designé pour avoir des récompenses aléatoires et pour rendre les choses encore plus addictives. Et pour finir, on a l'investissement de l'utilisateur TikTok qui va peut-être mettre un commentaire par exemple. Cet engagement émotionnel, qui attend éventuellement une réponse, va rendre le trigger en début de cycle encore plus puissant. Voilà la mécanique de base pour la rétention d'un utilisateur sur TikTok. C'est le même principe sur les autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. La puissance de la plateforme vient donc de sa capacité à comprendre ce que vous avez envie de voir, et donc augmenter la qualité de l'expérience au niveau de la récompense variable. Et d'ailleurs, comment ça se fait que TikTok est le plus performant que les autres à ce niveau-là? Alors on en a déjà parlé, son avantage numéro 1, c'est la quantité de data, mais pas uniquement.
c'est aussi la façon dont ils l'utilisent derrière. Parce que là où TikTok est très fort, et notamment très supérieur aux algorithmes d'Instagram sur la partie Reels, c'est qu'il est capable de vous servir de la variété. Ça vient d'une étude qui a été menée par Instagram et qui a fuité, où ils expliquent qu'un de leurs retards à rattraper sur l'algorithme TikTok, c'est leur capacité à épouser toutes les facettes d'une personnalité d'un utilisateur. Tout ça dans le but de vous garder sur l'app. Et donc si on revient à notre récompense aléatoire du démarrage, TikTok est à la fois capable de vous la donner sur vos intérêts professionnels, mais aussi sur le sport que vous pratiquez, et même parfois de façon assez extrême sur votre orientation sexuelle, comme on l'a vu précédemment. Tandis que les autres plateformes, quand ils ont identifié quelque chose qui fonctionne, ils te le mitraillent jusqu'à ce que tu partes. Et c'est là où ça devient magique, parce que la frontière est finalement très fine entre l'utilisateur consommateur et l'utilisateur créateur de contenu. Si la plateforme arrive à vous faire passer d'utilisateur à créateur, alors là, non seulement ça va alimenter la plateforme de contenu pour les autres, mais en plus le créateur va rentrer dans une growth loop de rétention encore plus forte. Car proposer du contenu qu'on a passé du temps à créer, c'est le niveau maximum d'engagement émotionnel à la fin du cycle. Après ça, on poste, on est dans l'attente. L'attente de savoir si ça marche, ce que les autres en pensent, qui a mis quel commentaire, faut que je réponde, faut que je regarde mes stats, etc. Tu connais. Il n'y a pas plus addictif que ça. Et c'est ça le hack ultime de TikTok. C'est un double modèle hooked. C'est faire basculer d'un modèle hooked d'utilisateur-consommateur à un autre de créateur de contenu, le faisant rentrer dans une boucle de rétention encore plus addictive. Et quand on y regarde de plus près, tout dans l'application est fait pour faciliter ça. Parce qu'il y a très peu de barrières à l'entrée pour créer du contenu sur TikTok. Il n'y a pas besoin d'un gros tournage, de montage, de lumière pour être capable de poster sa première vidéo. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis à la plateforme de vampiriser tous les créateurs de contenu au début, tout en amenant une nouvelle vague de personnes qui jusqu'alors se retrouvaient pas dans les plateformes qui existaient. Parce que la majorité des créateurs sur TikTok, c'est pas des reconvertis, c'est des vrais TikTokers. Et donc les influenceurs qui ont percé sur les autres plateformes avant ont mis du temps à arriver. Et c'est aujourd'hui le trou dans la raquette de tous les concurrents qui essaient de faire du TikTok. On peut voler le format, mais le contenu original, il reste sur TikTok. Parce qu'ils ont pris la masse critique d'utilisateurs. Et donc le défi maintenant pour ces créateurs, c'est de les fidéliser, parce que sur la partie monétisation, ils sont pas très bons. Kabyle Amé, c'est mignon, il les a pas fait sur TikTok. En ce qui concerne le revenu, une audience, ça finit toujours par se monétiser. Et en particulier, une audience aussi gigantesque que celle de Kabyle Amé. Il a d'abord eu son business model d'influenceur, avec des partenariats, des placements de produits. On avait plutôt l'impression qu'il prenait un petit peu tout ce qu'on lui proposait. Malgré tout, il y a eu quelques partenariats assez intelligents et intéressants, notamment parce qu'il reprenait le pattern qu'il a rendu célèbre. On peut prendre comme exemple la collaboration avec Barilla. Ouais, ça utilise sa mission de branding en fait, qui est somme toute assez simpliste, autour du bon sens, de l'idée de simplifier les choses compliquées. Et donc sur ce sujet, il y a même eu une tentative de création d'écosystème de marque, avec un site de dropshipping un petit peu crado qui vendait des produits pour simplifier la vie. Si on reprend le concept du why de Simon Sinek, qui insiste sur le fait qu'il faut expliquer pourquoi on fait les choses dans sa communication plutôt que ce qu'on fait. On pourrait avoir avec Kabyle Amé un truc hyper simple mais très efficace je trouve. Un truc qui pourrait apporter pas mal de moyens de monétisation. Ça ressemblerait à ça vite fait. Pourquoi les gens ont tendance à se compliquer la vie? Comment? Je vais leur montrer comment on revient au bon sens. Et pour le quoi, la dernière partie du Golden Circle, on pourrait avoir plusieurs quoi monétisables. On a pour le moment un compte TikTok de contenu, un site de dropshipping, mais comme la mission est hyper large, en fait, il n'a pas vraiment de limite pour décliner une tonne de quoi. Et avoir un écosystème de marque hyper conséquent en fait. Mais en vrai, ça semble pas être la direction qu'il prend réellement. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal. Car au départ, je pensais que ça allait l'enfermer dans son concept. Et qu'il fallait qu'il profite de sa notoriété pour diversifier, ce qu'il faisait pas vraiment. Surtout qu'on voyait pas toujours de cohérence dans ses choix de partenariat avec les marques. Ça se voyait clairement qu'il avait accepté des deals juste pour le chèque. Et on peut pas vraiment lui en vouloir. Le truc avec les associations de marques, de collabs, etc., c'est que c'est pas anodin du tout. Il y a un co-branding qui se crée automatiquement. Et les attributs de chaque marque viennent d'éteindre sur l'autre. Et c'est un jeu plutôt dangereux parce qu'en fait, on est tenté d'accepter un peu tout pour l'acquisition court terme. Le risque, c'est de brouiller l'intelligibilité de son propre branding et de son positionnement. Donc, quand Barilla vient chercher Kabyle Amé, il vient chercher sciemment des éléments de son branding qui collent avec l'image que eux-mêmes veulent renvoyer. Et quand on voit le résultat final, on comprend là où il voulait en venir évidemment. Il voulait utiliser ce fameux gimmick de simplification. Et surfer sur le buzz de Kabyle Amé pour se donner un petit coup de jeune. Et puis il y a eu un événement, c'est qu'il est devenu l'égérie Hugo Boss. Mais alors là, c'est intéressant parce que quels brands assets sont venus chercher Hugo Boss chez Kabyle Amé? C'est-à-dire quel type d'association d'idées ils veulent créer dans la tête de leur clientèle à eux. Pour ça, il faut regarder le reste du casting. On a le rappeur américain Future, le boxeur britannique Anthony Joshua, le chanteur et acteur sud-coréen Lee Min-ho, les mannequins Joan Smalls, Kendall Jenner et Hailey Bieber.
entre autres. On constate donc déjà une volonté de rajeunir considérablement l'image d'Hugo Boss, avec des ambassadeurs qui ont des audiences très jeunes. De rendre la marque plus cool, moins guindée. On constate aussi un désir de représentativité des minorités plus importante. Parce que Hugo Boss, jusque-là, c'était plutôt CSP+, très blanc. Et on remarque aussi la stratégie Hollywood. Attends, je m'explique, c'est une nouvelle théorie. C'est-à-dire que désormais, dans les blockbusters américains, on retrouve très souvent dans les seconds rôles des stars locales qui ont des notoriétés nationales. Et ces acteurs-là sont là pour assurer les promotions au niveau national dans leur pays respectif. Si par exemple Omar Sy était présent dans la suite de Jurassic Park, c'est pas parce qu'il était indispensable au rôle, mais parce que c'est une star française et qu'on envisage le marketing qu'il y aura derrière. On sait qu'il sera invité aux 20h de TF1 par exemple. Enfin, sûrement le point le plus important de la campagne Hugo Boss, c'est le hashtag. Hashtag Be Your Own Boss. C'est-à-dire que derrière, il y a l'imaginaire du self-made man successful, que ce soit dans la musique, le sport, les réseaux sociaux, avec ce fameux mythe méritocrate du héros parti de rien. Et là, de tout ce qu'on a évoqué, Kaby Lamé, il coche toutes les cases. Et pour le coup, sa success story, elle est véridique. Il vient vraiment de tout en bas. C'est une icône des jeunes générations, symbole de représentativité plutôt rare en Italie, comme je disais, et il est d'ailleurs devenu une star absolue, en Italie comme beaucoup de pays d'Afrique aussi. Donc dorénavant, c'est un représentant pour le marketing de l'Italie, du Sénégal et d'autres pays africains. Et surtout, il est cool. Il est accessible, humble, bienveillant, tu le disais. Il a plein d'attributs qui le rendent sympathique. Et ce nouveau statut qu'il a acquis, il se traduit aussi dans ses contenus sur TikTok. Dans les dernières vidéos qu'il a publiées, on voit quasiment jamais sa mimique. Il cherche à avoir une image moins contrainte par le format qu'il a fait connaître. Et donc finalement, on le voit converger vers l'humour mainstream d'Internet, qui est paradoxalement la chose avec laquelle il avait commencé en Italie. Ouais, c'est ça. Et en fait, maintenant, il est parti sur une image très lifestyle, avec tous les attributs qu'on a évoqués et un capital sympathique dont profite Hugo Boss. Tout ceci atténuant l'image un peu froide et inaccessible qu'ils avaient auparavant. En fait, on peut dire qu'avec cette nouvelle campagne, Hugo Boss s'est payé un rebranding. Ouais, et Kaby Lamé, il sait que ça, le rebranding d'une marque aussi importante que Hugo Boss, ça vaut beaucoup d'argent. Ce qui fait désormais de lui un millionnaire, un exploit absolu pour quelqu'un qui est parti de rien et qui n'a jamais prononcé un seul mot.